Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureuse de m'adresser à Gerpress cette année avant la fête nationale. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et avec vos lecteurs, vos auditeurs et téléspectateurs. Merci pour cette opportunité. La communauté française de Roumanie a été, comme toutes les communautés françaises dans le monde, un peu surprise par la soudaineté de la crise. Mais je dois dire qu'elle a été d'une manière générale responsable, raisonnable. Elle s'est conformée aux règles sanitaires en vigueur et nous n'avons pas eu de situation critique comme il y a pu y avoir dans d'autres pays où il y avait beaucoup de touristes coincés, en Amérique latine ou en Asie. Nous avons eu quelques cas à gérer de personnes qui devaient rentrer pour des raisons familiales. On a toujours trouvé des solutions, le consulat a été très mobilisé. Nous avons eu des étudiants qui ont souhaité rentrer en France pour des examens, on a trouvé des solutions. Ce que je souhaiterais dire quand même, c'est qu'au début de la crise, la situation sanitaire en Roumanie était très bonne. C'est-à-dire que la Roumanie a réussi à contenir la progression de l'épidémie, tout au moins dans la première phase. Et donc, je dois dire que les Français peut-être se sentaient plus en sécurité ici, parce que la France, dans la première vague, a été fortement frappée. Et je pense que ça a contribué à ce sentiment de calme, de sérénité qu'ils ont montré, et puis ils ont été très responsables. Les sociétés se sont adaptées, nous avons des entreprises ici qui se sont adaptées à la crise, donc vraiment une communauté responsable et coopérative, je dois dire. La question Schengen, c'est une question très importante ici. Nous connaissons l'aspiration de la Roumanie à y entrer et nous soutenons cette aspiration. Le problème de Schengen, c'est que c'est une question qui a été bouleversée par deux sujets. D'abord, la crise des migrants en 2016, 2017, 2018, et maintenant par la crise du Covid qui a entraîné des fermetures de frontières. La Commission européenne présentera fin juillet un paquet asile-migration, mais il faut considérer le sujet Schengen dans l'ensemble des questions relatives à la circulation des personnes et aux frontières. On ne peut plus isoler ce sujet parce que ça fait l'objet d'un tout. Si vous voulez, les frontières ont été fermées pendant presque 3 mois dans l'Union européenne. Donc, on n'est plus dans une situation comme avant. Et il faudra bien sûr que la question Schengen soit traitée dans un cadre global de l'asile, des migrations. Et voilà, j'espère qu'on va résoudre cette question. Vraiment, j'espère, parce que nous aspirons tous à ce qu'il y ait une liberté de circulation pour les individus, pour les personnes, même pour le passage des frontières, pour les camions. Enfin, voilà, il faut repenser Schengen dans la globalité du sujet asile-migration. Nous considérons que l'Union européenne, c'est une communauté, c'est pas seulement un marché unique, c'est une communauté de valeurs, c'est une communauté de principes démocratiques, et que finalement, pour que l'Union européenne fonctionne bien, il faut que les citoyens aient vraiment le sentiment que leurs impôts sont correctement utilisés. Et c'est vrai que nous considérons que l'accès aux fonds structurels, que l'accès aux subventions, de manière générale, doit être respectueux de l'état de droit. Donc l'état de droit, c'est un des fondements de l'Union européenne, ça ne peut pas fonctionner sans cela. Et c'est pour cela que dans le cadre de la négociation du budget européen, comme l'Allemagne, nous attachons de l'importance à la question de l'état de droit, à la question de la conditionnalité, bien sûr de manière responsable, de manière équilibrée, mais nous pensons que nous ne pouvons pas laisser ce sujet de côté parce que c'est une question fondatrice dans l'Union européenne. Nous l'avons dit, l'état de droit n'est pas négociable dans l'Union européenne, c'est le ciment, c'est ce qui permet au système de perdurer, c'est ce qui permet l'adhésion des citoyens. Donc nous allons mener ces négociations sur la base des propositions de la Commission, et je pense que le consensus qui va se dégager ira dans cette direction, parce que nous savons que l'état de droit, c'est un principe, ça n'est pas négociable. Là-dessus, vous savez que la France et l'Allemagne ont proposé un plan de relance le 18 mai. C'est une avancée historique, parce que d'abord, c'est deux pays qui s'unissent pour proposer un projet. Et puis, ce qui est aussi historique, c'est d'ailleurs le montant. Notre proposition initiale portait sur 500 milliards d'euros, mais c'est aussi le paradigme.
puisqu'il s'agit de proposer des prêts, des emprunts que ferait la Commission européenne et qui seraient répartis sous forme de subventions dans les différents États suivant leurs besoins. Donc c'est une nouveauté et ce plan est historique. Nous sommes heureux que ce plan ait inspiré la Commission européenne qui, dans ses propositions du 27 mai, donc la Commission européenne a proposé un plan de relance, le Recovery Plan, et adossé au projet de budget de l'Union européenne pour les années 2021-2027. La Commission est allée plus loin puisqu'elle a ajouté à ces 500 milliards de dons 250 milliards de prêts. Donc pour nous, c'est, si vous voulez, l'Union européenne aurait pu se diviser, aurait pu se désintégrer après la crise. Il y avait tous les facteurs de division qui étaient là, les différences de vue, la fermeture des frontières, les différences d'approche sur l'épidémie. Eh bien au contraire, cela a entraîné plutôt un réflexe de cohésion. Ces propositions ont déjà été évoquées en juin lors d'un Conseil Affaires étrangères. On n'a pas encore d'accord, mais on a senti qu'il y avait quand même une dynamique. Et donc nous espérons que ce plan de relance adossé au budget sera adopté rapidement. Il y a un Conseil européen les 17 et 18 juillet parce qu'il faut que le budget soit adopté rapidement. Nous avons déjà pris du retard afin qu'il soit en vigueur au 1er janvier 2021. Donc pour que ces aides et pour que de toute façon tous les financements de l'UE puissent être efficaces, il faut qu'ils soient adoptés rapidement. Donc nous appelons tous les États à faire preuve de souplesse pour faire face à l'urgence. Il faut que nous nous mettions d'accord, si possible avant la fin juillet, sur le nouveau budget de l'Union européenne, sur le plan de relance, parce que les plans de relance nationaux de chaque État en dépendent. C'est lorsque ces financements auront été adoptés que les États membres pourront même remettre en œuvre eux-mêmes leur plan de relance. Donc il y a vraiment une urgence. Je souhaiterais ajouter que ce plan il est fondé sur deux principes. La solidarité, parce que face à une crise inédite, pareil, il faut quand même venir en aide à ceux qui ont été le plus impactés. Et aussi l'interdépendance, il faut être réaliste. Un pays ne peut pas s'en sortir tout seul. Si on travaille en isolement, enfin en isolement, je veux dire, aucun État ne peut avoir un plan de relance autonome. Nous sommes tous dépendants des exportations, des importations, nous sommes tous dépendants des économies des autres. Et il faut donc un plan global qui remette l'Europe en ordre de marche et qui relance nos économies qui ont été tellement impactées par la crise. Il y a deux choses. Il y a l'aide post-crise, enfin sur la crise, et puis il y a les fonds structurels traditionnels qui resteront. Les fonds de cohésion, il faut qu'ils soient préservés et nous sommes d'accord avec la Roumanie. Et ces fonds, on en a besoin. Et donc il y a deux choses. Il y a le budget et puis il y a l'aide spéciale liée à la crise. Nous savons bien que pour faire du rattrapage économique, la convergence, elle a besoin de ces fonds structurels. La Roumanie en a bénéficié. La Roumanie a fait un saut en termes de PIB énorme depuis son entrée dans l'Union européenne. Donc nous espérons qu'elle atteindra ses objectifs et qu'il y aura donc il faut un nivellement des économies des États membres pour que l'Europe fonctionne à plein régime. Le président Macron, lorsqu'il a exprimé son appréciation sur le travail de l'OTAN, il n'a pas dit que l'OTAN, c'était pas une critique de l'OTAN, ça ne voulait pas dire que l'OTAN était inutile, au contraire, c'était pour démontrer que l'OTAN, pour bien fonctionner, doit être à la fois une alliance militaire avec une structure militaire qui fonctionne bien, mais également une alliance politique. Et ce que nous avons déploré, c'était l'année dernière, lorsqu'il y a eu des actions unilatérales de la Turquie dans le nord de la Syrie, c'était le manque de concertation politique entre alliés. Et c'est là que le président a estimé qu'il fallait faire mieux. Et c'est pourquoi l'OTAN a lancé l'année dernière une revue stratégique qui doit amener à réfléchir sur ses missions, sur la façon de fonctionner. Bon, ça c'était avant la crise. Nous avons eu un nouvel exemple de ce manque de concertation avec ce qui s'est passé au large de la Libye, un incident très grave dans lequel une frégate française a été, disons, visée par des radars turcs. Et là, nous estimons que la politique de l'OTAN, donc notamment l'embargo sur les armes vers la Libye, n'a pas été respectée. Et c'est pourquoi la France s'est retirée de l'opération Sea Guardian, qui a précisément pour objet de surveiller les trafics, pour montrer qu'il faut que les alliés fonctionnent dans la même direction et qu'il y ait une cohésion politique.
Donc voilà, la revue stratégique, elle va être lancée, elle n'a pas abouti, la crise l'aura certainement retardée, mais c'est toujours la même chose. L'OTAN est indispensable, l'OTAN fonctionne très bien sur le plan militaire, mais il nous faut davantage de cohésion politique afin d'éviter des situations comme celle-là qui nuisent aux intérêts d'un allié. Le débat est lancé, la Turquie est un membre très important de l'OTAN. Il faut que nous dialoguons sur les différents aspects de la crise. C'est vrai que la sécurité internationale reste, disons, un sujet. La crise sanitaire n'a pas diminué les risques sécuritaires. Donc il faut qu'au sein de l'Alliance Atlantique, il y ait des débats sereins sur ce que fait l'OTAN, les différentes opérations, et que ce que décide l'OTAN soit respecté par ses membres. La relation entre la Roumanie et la France, elle est exceptionnelle parce que nous avons des liens historiques, culturels très profonds. Je dois dire que c'est presque une relation de sororité, de frères-sœurs. Nous avons à cœur de la développer encore car nous pensons qu'elle a un potentiel. Comme vous l'avez mentionné, l'année dernière, nous avons organisé une saison. Alors c'était une saison culturelle, mais en fait c'était plus qu'une saison culturelle. C'était une saison avec des aspects économiques, c'était une saison avec des aspects sociétaux. Et son objectif, c'était pas seulement d'organiser des événements culturels, c'était de changer la perception de chaque pays ou de chaque nation l'un par l'autre. C'était de trouver des champs de coopération nouveaux. C'était de dépasser des clichés, mais aussi dépasser des modes de coopération peut-être un peu vieillots, qu'il fallait rénover. La saison s'est terminée il y a un an bientôt, le 14 juillet 2019, et nous avons toujours souhaité que cette saison ne soit pas un moment seulement ponctuel, mais qu'il y ait des prolongements, que cette saison produise des effets dans le temps. Alors malheureusement, la crise du coronavirus est un peu venue ralentir les choses. Mais nous avons beaucoup de projets avec la Roumanie et je souhaiterais insister sur l'un d'entre eux, qui est un facteur de relance culturelle mais également économique. C'est la promotion de la culture, de l'économie de la culture. On appelle ça les industries culturelles et créatives. Donc ce sont toutes les activités culturelles en réalité qui génèrent des revenus. Le cinéma, la musique, le livre, les jeux vidéo, le théâtre, le spectacle, tout ce qui génère des revenus C'est une industrie très fragile. Elle était déjà fragile avant la crise parce que, si vous voulez, il n'y a pas de rentabilité forcément d'un produit culturel. Mais depuis la crise, nous savons combien les artistes, et notamment les artistes de spectacles vivants, étaient impactés. Il y a eu des annulations de concerts, les spectacles n'ont pas repris, les festivals sont annulés. Donc c'est une profession très sinistrée. Et nous pensons que, et la Roumanie est d'ailleurs très intéressée par ce sujet aussi, qu'il y a des solutions pour relancer ces industries, pour qu'elles redémarrent et qu'elles soient un facteur de relance économique aussi. Nous savons que ces industries culturelles et créatives, elles sont source d'attractivité, elles peuvent promouvoir le tourisme, les festivals attirent des touristes. Nous voyons bien le festival Enescu, le festival de Sibiu pour le théâtre. Donc la culture, pour nous, c'est un moyen de relance économique. Et donc là-dessus, on va vraiment travailler avec les Roumains pour aller un peu plus loin. Vous êtes une nation culturelle par essence, vous avez l'art dans le sang. Et donc je suis sûre qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Alors il y a les aspects aussi économiques. Nous avons 3000 entreprises à capitaux français. Nous avons des projets dans différents domaines stratégiques, que ce soit l'énergie nucléaire, que ce soit la défense. Nous avons des projets en matière de santé aussi. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans notre partenariat stratégique et nous espérons qu'après cette crise qui a ralenti les choses, nous allons pouvoir enfin donner corps à tous nos projets communs. Eux-mêmes, chaque État a son propre électorat, son opinion publique, ses contraintes parlementaires. Donc c'est un peu plus complexe que cela. De toute façon, nous avons une expérience de ces négociations budgétaires européennes qui ont lieu tous les 7 ans. Je suis contente que la France ait un plan de relance ambitieux, un plan de relance avec des mesures générales et des mesures sectorielles. 2 mots sur ce sujet, nous allons consacrer en aide directe et indirecte près de 20% de notre PIB à la relance. Donc, nous avons eu un plan de soutien de l'économie pendant le pic de la crise et maintenant nous avons un plan de relance. Donc,
voilà, nous espérons qu'au plan européen, nous allons pouvoir définir des mesures ambitieuses. Il en va de la survie de l'Europe, il en va de nos économies, de nos citoyens. Mais je suis optimiste parce que je pense que dans cette crise, il y a des opportunités de faire des sauts qualitatifs, d'aller vers une transition écologique, vers la numérisation. Peut-être que cette crise va nous obliger à repenser le mode de financement aussi, avec des ressources propres qui ne reposeraient pas uniquement sur les contributions des États membres. Donc je pense que dans cette crise, il y a aussi les moyens de faire mieux, d'aller plus vite, de dépasser certains obstacles qui avaient pu nous freiner jusqu'à maintenant. Nous avons tous beaucoup de leçons à apprendre. Bon, tout d'abord, nous savons qu'en matière de santé, l'Europe n'a pas réellement de compétences. Donc c'est ce qui est apparu au début. Il y a une certaine désorganisation dans les réactions et nous avons bien vu les lacunes. Et il nous faut construire une Europe de la santé qui travaille sur les questions d'approvisionnement en équipement, qui travaille sur l'amélioration des hôpitaux, sur les infrastructures, sur les stocks. Donc ça, c'est peut-être la première leçon, organiser mieux notre autonomie en matière de santé, ne pas dépendre de pays lointains pour des principes actifs de médicaments, voilà, être plus indépendant, pardon, que nous l'avons été. Et je crois que finalement, une des leçons de la crise, c'est accroître notre autonomie, notre souveraineté dans plusieurs domaines, le domaine de la santé, mais aussi le domaine de l'industrie, mais aussi celui de la sécurité. La France milite pour une Europe plus autonome sur le plan stratégique, qui ait des équipements construits par l'Europe. Je dirais réellement que la leçon, c'est soyons plus autonomes, soyons plus solidaires et soyons plus autonomes parce que nous ne devons pas dépendre d'autres entités. La France, l'Europe a suffisamment de richesse et de variété dans ses 27 États membres pour pouvoir organiser son autonomie, sa sécurité, la santé. Et je crois que la leçon à tirer, c'est vraiment organisons-nous mieux et acquérons des compétences et des ressources indépendantes, que nous n'ayons pas besoin de commander des équipements à l'autre bout du monde. Et nous le pouvons. Simplement, il y aura une prise de conscience. Et je pense que la mondialisation elle-même va évoluer. Forcément, ce sera une mondialisation plus responsable, avec des relocalisations. Voilà comment je vois les choses. Je voudrais ajouter quelque chose. Justement sur ces questions de leçons, je crois vraiment que dans toutes les crises, il y a des opportunités. Nous faisons face à une crise majeure, une crise économique comme on n'en a jamais vu durant ce siècle, et une crise malheureusement humaine avec tellement de victimes. Nous avons 1,5 million de décès dans le monde. Mais je crois que chaque crise génère des opportunités et je dirais que je me référais à un idéogramme chinois. Alors, on revient à la Chine. En chinois, le mot crise est composé de 2 idéogrammes, l'un qui signifie le danger et l'autre la chance. Vous voyez, donc chaque crise, c'est un danger, mais ça ouvre aussi des portes vers des opportunités positives et des chances à saisir. Je crois que malheureusement, au-delà de la tragédie humaine qu'a représentée et que représente encore la crise du Covid-19, il y a certainement des portes qui s'ouvrent pour que l'humanité soit meilleure, plus solidaire et plus responsable. Et surtout que nous préservions la planète, que nous ayons un mode de vie plus écologique, voilà, un développement durable plus équilibré. Nous sommes inspirés de ce qui se faisait à Paris, ce qui se fera à Paris. C'est vrai que le 14 juillet, c'est la fête nationale française qui donne lieu en général à des manifestations nombreuses, défilés militaires, réceptions. Cette année, l'heure est quand même d'abord à l'hommage aux personnes disparues, à ceux qui ont été victimes, mais aussi et surtout aux soignants qui ont été tellement extraordinaires, qui se sont mobilisés durant la crise, qui ont permis à nos hôpitaux de fonctionner, qui ont donné leur temps et parfois malheureusement leur vie. Et donc ici à Bucarest, ce ne sera pas une célébration comme d'habitude avec des invités comme d'habitude. Moi je rendrai un hommage au personnel soignant français et roumain
Je dois dire que dans les hôpitaux français, il y a de nombreux soignants roumains et ces soignants ont été en première ligne durant la crise pour soigner les patients des hôpitaux français et donc je voulais les remercier. Nous avons des médecins, nous avons des aides-soignantes, des infirmières. Donc cette année ce sera hommage et soignants et le défilé militaire qui a lieu normalement en France sera remplacé par un défilé de personnel soignant. Voilà, je pense qu'il faut rendre hommage à leur action et puis il faut que la cérémonie soit sobre parce que nous avons eu en France près de 30 000 morts. Et donc ce n'est pas l'année où l'on se réjouit, c'est une année où on se recueille et c'est une année où on tente de se rapprocher pour bâtir un avenir moins tragique.